Donc, je vais parler des cycles économiques et en particulier du passage de leur utilisation des baromètres, c'est-à-dire d'une façon descriptive et d'une façon heuristique. Ça a été un outil heuristique, le baromètre, mais aussi un outil de décision, mais en aucun cas un outil de théorisation, c'est-à-dire que ça n'a pas permis d'avoir une théorie des cycles. Et donc, c'est ce passage-là qui est compliqué. Et je vais prendre un personnage qui est Henry Ludwell Moore, un Américain, comme symbole de cette difficulté à faire ce passage. Alors vous voyez le plan, mais on va le découvrir petit à petit. On va donc, premièrement, il y a en gros deux parties, il y en a 9 ici, mais on résume, il y en a deux. Une partie qui essaye de vous présenter le contexte à la fois politique, économique, et le contexte épistémologique, c'est-à-dire où en est la science économique avec ses mathématiques et ses statistiques. Ça va faire les 3 premiers points, puis ensuite on va passer au cas particulier de Moore. Alors si on prend un petit peu la perspective historique et si on regarde les conséquences de la guerre, on trouve les choses suivantes qui sont notées ici, que je ne vais pas toutes reprendre, mais en gros les États-Unis, puisque je vais me focaliser sur les États-Unis, rentrent dans la guerre en 17, on le sait. En 19, déjà on peut constater donc à la sortie de la guerre que le stock d'or des Européens est passé de 3 à 2 millions, alors que celui des Américains est passé de 2 à 3, c'est-à-dire il y a un swap complet entre la possession des stocks d'or, entre le début de la guerre et la fin de la guerre. Comment ça se passe ensuite dans les années 20 ? Pour les États-Unis, il y a une première crise assez rapide, puisqu'elle va être résolue en un an ou deux, ils appellent ça la crise de post-war transition crisis. Elle est quand même assez importante puisque les prix vont décroître brutalement, le prix des céréales en particulier de 60%, et que le chômage va passer à 4,7 millions de chômeurs. En 1922, on a un point assez important du contexte qu'il faut signaler, c'est le changement du système monétaire international avec ce qu'on a appelé le Gold Exchange Standard, qui donne au dollar et à la livre ces seules deux monnaies ont un équivalent en or, les autres ne l'ont plus. L'Allemagne avait complètement dérapé à ce moment-là et donc c'était ça qui obligeait à changer le système monétaire. Enfin, on peut considérer que la période de 22 à 29 est une période pour les États-Unis de prospérité générale. Je donne quelques chiffres que je ne vais pas répéter ici, en particulier l'automobile. Tout le monde sait que l'automobile explose. On sait aussi que elle explose pour plusieurs raisons, et en particulier à cause de la politique de Ford. Higher wages, lower costs and lower prices, c'est-à-dire c'est en manipulant ces 3 données qu'on va obtenir des résultats assez importants. Et c'est aussi le rôle du crédit. Il faut se souvenir que 60% des bagnoles ont été achetées à crédit. Et quand on parle de notre crise de 2007-2008, le crédit est déjà problématique à ce moment-là. Alors, cette prospérité, elle est liée aussi à ce qu'on a appelé la révolution de Taylor, c'est-à-dire en anglais scientific management, et ce qu'on appelle en français la gestion scientifique du travail. Je trouve plus le terme, voilà. Et la publicité, quand vous prenez tout ça ensemble, les années 20 sont des années aux États-Unis de prospérité grandiose. Voilà. Alors, il n'en est pas tout à fait de même en Europe. En Angleterre, on a des mines, des grèves. Pour la caméra, il faut que tu te déplaces légèrement, okay, plus visible aux yeux du monde. Pas de problème, du moment que je vois encore mon écran, ça va. Ça va, tu le vois ? Oui, ça va. C'est bon, il est bien. C'est bon, merci. Allez, nous encore 10 cm. Encore 10 cm, on est d'accord. Je me tourne le cou. Alors en Angleterre, donc, il y a des grèves importantes. Il y a dans les mines de charbon pour raison de compétition avec le pétrole. Il y a une dépression importante aussi en 2021. Par exemple, en 1920, en 3 mois, le chômage a augmenté de 1,35 à 2,2 millions de chômeurs. En France, on a les problèmes des dégâts de la guerre. Entre 1,3 million et 1,5 million d'hommes qui sont morts pendant la guerre. Et quelques femmes aussi, 21 000 buildings qui se sont effondrés, pas sous les bombes, et la réorganisation de la production se fait quand même rapidement,
puisqu'il faut quand même passer de la fabrication des armes à la fabrication des voitures, par exemple quand on est chez Renault. Et Renault passe de 8 000 à 35 000 employés entre 14 et 18. Il y a une crise aussi en 2021, donc vous voyez que la crise de 2021, on la retrouve dans les 3 pays, États-Unis, Angleterre et France. Simplement, chez nous, ça dure un peu plus longtemps. Et le meilleur symbole de la crise en question, c'est l'inflation. La livre perd 20%, le franc 75% et le mark 2000% en quelques mois en 1920. Donc ça donne une mesure un petit peu de ce qui se passe. Alors, on va venir maintenant un petit peu non plus à économie, mais à economics, la science économique, qu'est-ce qu'elle devient dans cette histoire. Et je voudrais parler surtout de ça, d'une partie de la science économique, qui est la statistique économique, et je montrerai tout à l'heure pourquoi. La statistique économique va avoir de grands changements après-guerre, en particulier dans les institutions. L'IIS, l'Institut international de statistique, qui était créé en 1885, va renaître de ses cendres. L'OIT et le BIT en 1920 sont vraiment des institutions très importantes. Le rôle du travail, l'économie du travail va jouer un rôle extrêmement important. Des agences nouvelles comme le NBIR aux États-Unis en 1920, les sociétés professionnelles, les associations, par exemple l'Association des économistes américains et des statisticiens américains, qui l'une est créée dans les années 30 et l'autre à peu près aussi, un peu avant ici, et les journaux. Alors, ce qui me paraît important, qu'on ne sait pas très bien, c'est la rénovation complète des universités avec les chaires de statistique. Dans les années 20, un grand nombre de chaires sont créées aux États-Unis. J'ai mis quelques noms de profs qui sont célèbres sur ces chaires, Jérôme, Davis, Crum, etc. et Sechrist. Et ces chaires sont associées à des laboratoires, c'est-à-dire la statistique apparaît comme une science expérimentale dans laquelle les étudiants doivent à la fois étudier et pratiquer dans un labo. L'ouvrage de Rietz 1924 qui édite le Handbook of Mathematical Statistics est intéressant. C'est un livre collectif mais dirigé par Rietz, qui est un mathématicien que vous connaissez peut-être, sans doute, et qui est auteur des 4 des 12 chapitres. Ce texte donne une bonne mesure de ce qu'est la statistique mathématique en 1924. Enfin, il faut remarquer que ces traités de statistiques économiques pullulent à cette époque. Il y en a énormément. Outre les Américains dont j'ai montré plus haut, on a les grands célèbres traités de Bowley et de Yule en Angleterre. Cet ensemble de traités de la statistique économique est intéressant parce que ça prélude, c'est fini avec la statistique administrative et la statistique des populations, qui était la chose majeure du 19e siècle, et ça fait tampon avec ce qui va arriver, c'est-à-dire la statistique mathématique de Fischer et des Allemands et de Xuber, etc. Alors, le problème de l'économie, c'est cette dualité méthodologique entre les 2 colonnes que vous voyez sous vos yeux, entre l'économie mathématique et la statistique économique. Cette dualité dure pendant tout le 19e siècle. Quand je dis dualité, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes là-dedans, dans les noms propres qui sont sur cette photo, qui sont des schizophrènes. Schizophrènes, ça veut dire qu'un matin, ils se lèvent, ils font des mathématiques, un autre matin, ils se lèvent, ils font des statistiques. Et ils ne trouvent pas le rapport qui existe entre les deux. C'est le cas de Cournot, qui a écrit un bouquin en 38 et en 48, mais on n'est pas dans la période, et ces bouquins ne se répondent pas l'un l'autre, très peu. C'est le cas des 2 révolutions, la révolution marginaliste de 70 d'un côté, et la révolution statistique de Galton et Pearson de l'autre côté. À 10 ans près, c'est à peu au même moment. Et c'est le cas enfin des 3 derniers personnages qui sont ici, Pareto, Edgeworth et Bowley, qui ont fait chacun un ouvrage de statistique et un ouvrage de mathématiques. Alors, la différence entre les deux, elle est importante. C'est-à-dire, dans un cas, on utilise les mathématiques quand on veut formaliser, évidemment, l'économie et quand on veut aussi utiliser la méthode hypothético-déductive. Donc, des hypothèses irréalistes la plupart du temps, évidemment, mais des hypothèses qui permettent des déductions. À l'inverse, la statistique économique ne part pas d'hypothèses, elle part d'observations. Elle est donc inductive et pas déductive, pour faire simple. Et elle s'intéresse à la quantification et pas à la formalisation. Donc c'est cette dualité-là qui est problématique jusqu'aux années 40, quand l'économétrie va essayer de trouver une solution à ce problème et qu'elle va en partie en trouver une.
Alors, l'économie, la statistique économique est faite de plusieurs morceaux. Le travail sur les baromètres, qu'on va regarder vite fait en 3 diapos de dessin. Alors, les baromètres, c'est quoi? C'est la traduction, on va le voir sur le premier exemple tout à l'heure, c'est la traduction du mot baromètre en physique, c'est-à-dire quelque chose qui sert à mesurer et à prévoir. 2 usages. On a des baromètres avec un seul indice, des baromètres avec plusieurs indices, et avec des indices synthétiques aussi. Le deuxième problème, c'est que pour rendre mathématiques ces baromètres, on utilise des outils statistiques qui sont récents, qui sont ceux de la corrélation et de la régression, et on va voir un peu que ça pose problème. Et enfin, ce problème, on va le régler parce qu'on veut appliquer cette corrélation aux time series. Or, la corrélation, ça vient de la biologie, et ça vient pas du tout d'une corrélation de séries chronologiques, mais de séries en coupe, ce qu'on appelle des cross-series en anglais. Donc, les méthodes de décomposition qu'on va revoir très rapidement permettent d'éviter plusieurs apories dans l'usage de la statistique, et en particulier de la corrélation. Enfin, ces baromètres ont plusieurs interprétations. Une interprétation heuristique, ça nous permet de faire émerger des problèmes. Sémiologique, c'est-à-dire c'est un ensemble de signes qui vont nous servir à piloter l'économie. Causalité, c'est-à-dire ça nous permet de repérer des causes. Pragmatique, ça nous permet de prévoir et de décider. Évidemment, ces 4 objectifs ne sont pas congruents, ils sont quelquefois en opposition. Et en particulier, je vais vous montrer dans 2 minutes le travail de quelqu'un qui s'appelle Moore et qui essaye de se servir de ça pour une véritable explication des cycles et non pas pour une description. Alors, un premier vieux baromètre que j'aime bien toujours montrer, parce qu'il n'y a pas de formule, il n'y a pas de maths, il n'y a pas de X, il n'y a pas de Y, c'est celui-ci, 1888. Le principe en est très simple, on met en ligne toute une série de statistiques qu'on appelle des séries, de circulation postale, circulation télégraphique, vente d'immeubles, vente de quittances, importation de matières premières, etc. Je ne vous lis pas toute la liste. À la fin, il y a même des choses qui ne sont pas économiques, en particulier les faillites et les suicides et les excédents des naissances sur les décès. Vous voyez qu'il y a mais ce sont des indicateurs de la crise. Ces indicateurs, ils sont en chiffres, mais avec des unités extrêmement différentes. On fait un code couleur rouge quand ça va bien, noir quand ça va pas bien. On met ça en bande et on s'aperçoit, miracle, que quand on lit le truc maintenant verticalement, les zones rouges sont en face, les zones noires sont en face. Et que donc on a découvert ici quelque chose qui révèle un truc profond qui est les cycles dans l'ensemble de l'économie. Oui. Mais évidemment, les rouges sont en face, mais pas tout à fait. Les noirs sont en face, mais pas tout à fait. Il faut toujours corriger. Et le pas tout à fait, c'est qu'on a des indicateurs avancés et que ça permet de prévoir. Voilà le principe de ce qu'est un baromètre. Alors, il y a eu des baromètres, il y avait un baromètre à 30 ou 40 indices, on vient de le voir. Il y a des baromètres à un seul indice, ou deux. C'est le cas de celui-ci, qui est dû à Juglar et Siegfried en 1904, et sur lequel on a donc 2 variables qui sont le portefeuille commercial de la Banque de France et l'encaisse de la Banque de France qui marchent à l'inverse l'une de l'autre. Donc il suffit de prendre l'un des deux et vous avez un indicateur des cycles et vous voyez que ces cycles sont à peu près de 7-8 années. Un deuxième baromètre qui a eu beaucoup plus longue carrière, c'est le baromètre de Harvard. Ça a été le modèle pour toutes les États-Unis, l'Europe et même l'URSS, comme on l'a vu tout à l'heure. Le baromètre d'Harvard assemble les séries par paquets, par 3 paquets. Il fait 3 paquets qui sont en gros 3 groupes de séries. La première qui représente le marché des valeurs boursières, le deuxième B qui représente les biens et services, le marché des biens et services, et la troisième qui représente le marché de la monnaie. Et quand on trace ces 3 courbes, eh bien, on s'aperçoit que l'une est en avance sur l'autre, c'est la bourse, et que ça permet de prévoir les cycles. Malheureusement, tout ça se casse la figure à partir des années 23-24, comme vous le voyez sur le 3e graphique au bas, puisque le temps est en abscisse, on voit tout à fait que ça se met à dériver. Alors, ces graphiques, c'est l'usage, donc on dit que c'est un premier outil statistique, le graphique. Pardon ? Oui, mais je pense quand même. Donc ce graphique, on va le muscler en regardant les corrélations entre les séries. Les corrélations, cet outil-là, il vient de Galton, Pearson, Yule, dans des institutions qui, au début, en particulier Galton, qui a inventé la régression et la corrélation, c'est à propos
de la taille des parents et la taille des enfants et l'hérédité, etc., etc. Et Karl Persson a défini mathématiquement cette mesure-là de corrélation en liaison avec une distribution probabiliste précise qui est la distribution normale à deux dimensions. Alors, en fait, quand vous étiez élève de Pearson, et il se trouve que Yule est un élève de Pearson, et que Moore, dont je vais parler dans 2 minutes, est aussi un élève de Pearson. Les élèves de Pearson, ils devaient prendre 3 choses chez leur père spirituel. Ils devaient prendre l'outil, c'est-à-dire la corrélation, la régression, mais aussi la philosophie. Et la philosophie, c'est une philosophie idéaliste qui dit qu'il n'y a pas de loi dans la nature, il n'y a des lois que dans le cerveau des hommes. C'est important ça. Et que donc ces lois qui sont dans les cerveaux des hommes sont une sorte de résumé de ce qu'ils perçoivent du monde. Donc ça, c'est l'idéalisme de Pearson, et en particulier ce qui a été développé dans son bouquin qui s'appelle la grammaire de la science, et que vous retrouvez chez les physiciens comme Mach et d'autres à Vienne, à qui il a emprunté des choses aussi. Et il fallait prendre enfin une 3e chose, c'est l'eugénisme. C'est un eugéniste convaincu. Un de ses élèves, qui est Ronald Fisher, sera un eugéniste convaincu. Irving Fisher sera un eugéniste convaincu. Yule n'est pas un eugéniste. Donc, il a un problème, il doit prendre l'héritage et se débarrasser de cette partie qui est l'eugénisme. Ce qu'il fait, et ce qu'il fait aussi en réunifiant la théorie. En effet, Pearson prétendait que la corrélation et la régression, c'est lui qui l'avait inventé, et que les travaux sur les droites des moindres carrés au début du XIXe siècle, ces travaux n'avaient rien à voir avec les siens. Donc Yule lui rétablit l'unité de ces 2 preuves en montrant que chaque fois que la régression est linéaire, la droite des moindres carrés et la droite de régression coïncident. Et il démontre qu'on peut donc utiliser cet outil en économie et sans a priori sur la loi de distribution, sans a priori sur la philosophie, sans a priori sur l'eugénisme. Alors, j'ai presque dit tout ce qu'il y a ici, donc on va aller plus vite. Voilà, ça c'est le détail. Pas plus vite. Pardon ? Garde le même rythme. Ça va ? Non, non, je ne vais pas plus vite. Non, mais je saute, puisque ça, je viens de le raconter. Et j'arrive à ça, c'est quand vous appliquez la corrélation à 2 séries chronologiques, c'est pas du tout pareil, comme je l'ai dit, que quand vous l'appliquez à des mesures sur des cross-séries, c'est-à-dire par exemple longueur des bras et longueur des jambes sur une trentaine de bons hommes, bah, vous vous apercevez, oui, que ceux qui ont des bras longs, ils ont plutôt les jambes longues, voilà. Bon, mais et vous mesurez ce qu'on appelle la corrélation, qui est un terme de biologie. La régression est un terme galtonien, c'est régression toward mediocrity, ça vient de là, le mot régression. Ça veut dire que l'héritabilité, oui, on dit ça aussi, elle ne fonctionne pas à 100%, mais il y a quelque chose qui vous ramène à la moyenne du genre humain. Alors, cette corrélation, quand vous l'utilisez sur des séries chronologiques, vous prenez un outil d'une discipline et d'une situation, et vous voulez l'utiliser en économie, une autre discipline, dans une autre situation, qui sont que vos X et vos Y sont des séries indicées par le temps. Eh bien, ça ne va pas, ça fait un bazar fou. En particulier, si je prends simplement, vous pouvez lire ce qui est au-dessus, mais si je prends simplement, enfin, si, ce qui est intéressant, c'est le titre, parce que pendant tout le 19e siècle, on s'est intéressé à ça, le taux de mariage et le prix du blé. On se demande pourquoi les gens ont voulu corréler ces 2 choses-là. Ben, c'est en fait que les mariages sont le meilleur indicateur qu'on ait de tous, y compris des économistes, de ce que l'on appelle le cycle économique, et en particulier les cycles de prix. Alors, si vous regardez le petit rectangle blanc qui est à gauche, où il y a 2 courbes, est-ce qu'elles sont corrélées et comment ? Eh bien, ça dépend. La réponse est ça dépend. C'est-à-dire la corrélation entre ces 2 séries, qui sont les 2 petits zigzags qui figurent, peut être les 3 valeurs que j'ai indiquées ici. Une valeur très moyenne, très faible, insuffisante pour être significative, 0,18 par exemple, une valeur très forte, 0,80 ou 0,90, et une valeur négative. Tout dépend du fait que vous prenez votre variable en valeur brute, en trend, en tendance donc, ou en différence à la tendance, c'est-à-dire en cycle. En cycle, on voit que les cycles sont synchrones, donc la corrélation va être forte. En tendance, on voit que les 2 tendances sont contraires, donc la corrélation va être nulle ou faible. Et quand vous mélangez, vous n'avez rien, vous avez un mélange qui est ininterprétable. Donc les économistes mettent un certain temps à se rendre compte de ce que je viens de dire en 2 minutes. Ça prend une bonne dizaine ou quinzaine d'années. Et donc, je commande pas le reste,
Et ils sont donc convaincus au bout d'un moment, en particulier avec les travaux de Hooker 1901, de Marsh 1905, de Marsh 28, etc., qu'il faut donc décomposer les séries chronologiques avec des outils divers et variés, en particulier les moyennes mobiles, en particulier le rapport XT sur XT-1, etc., etc. Alors j'arrive à mon personnage sur lequel je vais passer la deuxième partie, ça va donc faire l'affaire, qui est Henry Ludwell Moore, qui est un Américain né dans le Maryland, d'une famille pauvre, il y a 15 enfants, et qui a fait ses études à l'université de Hopkins, puis ensuite qui a fait un petit tour à l'université de Vienne, qui a fait son PhD sur la théorie de von Thunen sur les salaires, on y reviendra, qui se marie et qui devient prof d'économie politique, finalement à Columbia, ce qui ne l'empêche pas de faire des voyages, en particulier d'aller rencontrer Walras, Pareto, Bortkiewicz, vous devez connaître ces trois noms-là à peu près, et il va être prof dès les années 1906, mais en gros sa carrière s'achève assez vite, en 29, et il est assez malade mentalement, il a des crises de nerfs, il a des difficultés, des problèmes, et donc sa carrière s'arrête assez vite. Alors, voilà à peu près les publications de Moore principales, évidemment il en a plus que ça, et ce qui est intéressant c'est que depuis 1908, par exemple, The Statistical Complement of Pure Economics, très important parce que le titre dit tout. Le projet de Moore, c'est de prendre la dualité dont j'ai parlé tout à l'heure et de la casser. La casser, c'est donc articuler la statistique économique et l'économie mathématique. Est-ce qu'il va y arriver? Vous le saurez dans un quart d'heure. Les autres bouquins sont des bouquins extrêmement liés sur ce projet. 1911, 1914, 1917, 1923, 1929. Donc j'ai respecté à peu près, à part le premier, la tranche qui était notre tranche à nous, 18-28. On va parler que des deux premiers bouquins, on n'aura pas le temps de vous parler. Alors, le premier dont je vais parler, c'est Laws of Wage. On va aller assez vite sur celui-là parce que c'est le deuxième qui m'intéresse le plus. Mais celui-ci permet de voir quelle était la méthode de Moore, qu'est-ce qu'il avait comme philosophie des sciences, et pourquoi il a commencé à avoir des problèmes en utilisant les statistiques en économie. Alors, la première, vous voyez ici que son principe, c'est de dire la chose suivante: la théorie pure a trois objectifs, les définitions, l'analyse et les vues générales, et qu'elle nécessite l'expression mathématique avec un système d'équations multiples. Bon, ça pourrait le signer Walras, on est d'accord. Donc, effectivement, Moore est un partisan de l'école walrasienne, il l'a lu, il l'a commenté, il a été voir Walras une fois, il a discuté avec lui, etc. La deuxième chose qu'il dit, c'est que maintenant on ne pouvait pas du temps de Cournot par exemple, maintenant on peut, parce qu'on a de bonnes conditions pour faire des statistiques économiques. Ces bonnes constitutions, c'est du matériel statistique, c'est-à-dire des données, le calcul statistique, c'est-à-dire des principes de calcul statistique, Laplace, Gauss, etc., Edgeworth, l'assistance de moyens mécaniques. Je vous rappelle qu'à l'époque, on calcule avec une machine à manivelle et on commence à calculer avec ce qui a été avant l'ordinateur, c'est la mécanographie. Lucien March, qui est un héritier de Pearson du côté français et un polytechnicien, introduira les machines mécanographiques dans le service de la statistique générale de la France en 1920. Alors, ce que propose Moore, c'est de faire des lois statistiques. Donc, vous voyez qu'il utilise le mot, il ne refuse pas de faire des lois théoriques, s'intéresser aux lois théoriques, mais il propose de déterminer des lois statistiques qui seraient le complément de ces lois théoriques. La science, dit-il, a été concernée jusque-là par des hypothèses, il faut qu'elle s'occupe maintenant de découvrir des lois. Qu'est-ce que c'est que des lois statistiques pour lui? Elles sont caractérisées par deux choses, la simplicité et l'excellence de l'ajustement avec les faits. Elles caractérisent des observations individuelles et des faits représentatifs, mais c'est surtout des lois de masse, de phénomènes de masse. Donc la statistique ne s'intéresse pas aux individus, mais aux masses et à leurs lois, et elles sont limitées à un endroit particulier, une place, et un temps particulier, une période particulière. Donc rien à voir avec la théorie économique, qui se dit, elle, universelle, qui se dit, elle, valable en tout lieu, en tout temps, et qui se dit caractériser aussi bien les individus que leur agrégation, puisqu'elle propose de passer de l'un à l'autre. Alors,
il se propose donc d'utiliser la statistique mathématique pour faire deux choses, tester les théories et fournir des données sous la forme de faits généraux et de lois empiriques. Alors attention, ce qu'il appelle des lois empiriques, ça diffère de la vérification inductive d'une théorie, parce qu'il pense que c'est deux choses différentes, c'est-à-dire on peut établir des lois statistiques, mais elles n'ont pas forcément pour but premier de vérifier la théorie, parce que la théorie n'est pas la seule chose. On aura des connaissances sur l'économie quand on connaîtra les deux choses, une théorie qui va guider bien sûr la mesure empirique, mais la mesure empirique ne se contente pas de vérifier la théorie ou de la falsifier. Voilà, ça c'est Alors, je vais encore un peu plus vite là, parce que si je veux, ça va en 10 minutes, c'est surtout faire la suite. Donc, il va travailler à appliquer les statistiques au salaire, principalement au chapitre 3, je saute le 2, c'est-à-dire à la productivité du travail. En effet, la théorie fondamentale depuis les années 1870, c'est la théorie marginaliste, et cette théorie marginaliste, elle nous dit que le salaire doit correspondre à la productivité marginale du travail. Donc il va essayer de tester ça en statistique. Mais évidemment, c'est une véritable galère, puisqu'il n'y a pas de statistique de la productivité marginale du travail. Donc il faut inventer ce qu'on appellera après lui des proxies, c'est-à-dire des variables qui sont des indicatrices de ce qu'on veut mesurer, mais qui en aucun cas sont des mesures de la chose abstraite qu'on met dans la théorie. Donc il va se débrouiller avec des données qui ne sont pas faites pour. Les données sont celles de Simian. Simian n'a pas du tout la même vue que lui sur ce que c'est que la statistique, mais il va lui prendre ces données, parce qu'elles sont assez, il faut dire, exceptionnelles pour l'époque. C'est des données sur les salaires des mineurs en France. Il va utiliser une proxy, je l'ai indiqué ici, une variable qui est une approche qu'il faut, et il va répliquer le problème, c'est-à-dire il va faire 3 fois la même chose, essayer de regarder quelle est la relation avec un coefficient de corrélation entre le salaire et la productivité marginale du travailleur, mais aussi avec l'installation des machines, du capital, autrement dit, mais aussi avec le partage du produit entre travail et capital. Bon, les conclusions, évidemment, il arrive à ce qu'il voulait. C'est un peu le problème, il a quand même une théorie préalable, il arrive à dire que oui, la théorie de la productivité marginale, et pas du coup, mais de la productivité marginale, est une bonne théorie qui se vérifie dans les faits. Alors, ensuite, il va faire la même chose mais sur un point extrêmement contesté et contestable, mais très, très, très important dans la littérature des années 1900-1920, c'est le fait que les salaires traduisent une récompense, un salaire, oui, au sens deuxième du terme, des abilities. Le terme anglais que personne ne sait jamais comment traduire, mais qui veut dire les capacités, les compétences, on va dire compétences pour faire simple. Compétences qui sont à la fois physiques, mentales et morales, il insiste là-dessus. Donc l'efficience, si vous voulez, du travail. Alors il y a un débat là-dessus, pourquoi? Parce que premièrement, Quetelet a utilisé la loi normale en disant cette loi normale elle rend compte de toutes les caractéristiques, y compris des caractéristiques humaines, et y compris morales. Galton a repris la chose, mais en allant un peu plus loin, en disant il y a une erratique. On reprend la loi normale, mais lui s'intéresse aux deux extrémités de la cloche, de la loi en cloche. Et puis surtout, il va s'intéresser à l'eugénisme et donc à la manière dont on hérite de ces choses-là. Et petit à petit, il va se forger, avec d'autres, il va se forger une théorie, quelques autres que je n'ai pas le temps de citer, qui est que finalement, la distribution des salaires n'est peut-être que le reflet d'une distribution des abilities. Alors, ça va être testé, c'est ça qu'il va tester, en utilisant une loi que Galton a mise en place, la loi dans un concours, le premier et le deuxième. Comment il faut répartir les lots entre le premier et le deuxième? Ça va lui donner la règle de comment se répartissent les salaires entre le premier et le deuxième, et il va utiliser ça pour tester sa théorie des salaires. Voilà, conclusion de ce premier bouquin, on passera au deuxième après, oui ça va le faire. Alors, sur ce deuxième point, je vais souligner l'essentiel de ce qui est gras, c'est-à-dire, au fond, ce qu'il démontre, c'est que ce qu'il a trouvé, c'est-à-dire la loi de la productivité marginale du travail,
s'applique aussi bien dans un pays socialiste que dans un pays capitaliste. Ça, c'est un argument assez fort. Et il a le soutien pour ça, plus ou moins un soutien un peu complexe de Sorel, qui est un grand économiste, mais aussi, je vais y arriver, syndicaliste. Donc, ça, c'est le point central qui était dans ce truc. Et du coup, il va se permettre, dans la conclusion du bouquin, qui est de donner son avis sur ce que serait une bonne politique économique. Et vous le voyez, c'est une politique qui produit le maximum de richesse, et deuxièmement, qui a un partage juste. Qu'est-ce que c'est qu'un juste partage? Ce n'est pas un partage égalitaire, mais c'est un partage conforme à la productivité marginale du travailleur. La réception des Laws of Wages est pas formidable, mais enfin, en gros, elle est partagée. Un certain nombre de personnes font des commentaires tout à fait élogieux, Marsh, Schumpeter, Yule, Aftalion, mais ça commence à aller très mal avec Alfred Marshall et Edgeworth. Le premier dit que, je vais être franc avec vous, votre livre procède sur des lignes que j'ai délibérément décidé de ne pas suivre. Bon, alors que Marshall est le père de la statistique économique, sur lequel s'appuient tous les statisticiens qui veulent faire quelque chose en économie, et en particulier sur les lois de demande, on le verra tout à l'heure. Et Edgeworth, c'est guère mieux, puisque lui, il critique les choses en disant qu'on a employé une steam engine pour craquer une noix, oui, et la noix est vide. Et enfin, dans une autre lettre, à Marshall, il écrit « Moore est un cauchemar pour moi ». Donc, c'est vraiment pas très, très encourageant. Alors, ça n'empêche pas Moore de continuer dans un deuxième bouquin dans lequel il va muscler encore ce qu'il racontait et l'appliquer cette fois-ci au cycle. Vous avez compris que le bouquin précédent sur les salaires, c'est sur l'enjeu, c'est une distribution. Ici, c'est une variable temporelle. On est vraiment sur deux statistiques qui ont à peu près rien à voir, hein. Alors, sur une statistique temporelle, qui sont celles des cycles économiques, le bouquin central est celui-ci, c'est celui-ci qui va être polémique. Alors, il utilise une nouvelle technologie que vous, en tant que mathématicien, vous connaissez certainement, qui est celle donc de l'analyse de Fourier, en décomposant toute fonction périodique quelconque en une somme de fonctions trigonométriques. Et cette chose-là nous permet d'ajuster donc des fonctions de ce type-là sur des choses qu'on soupçonne a priori comme étant périodiques. Évidemment, c'est un premier point d'achoppement parce que les économistes disent « oui, il y a des variations, non, elles ne sont pas rigoureusement périodiques ». Donc, c'est déjà un problème. Les coefficients sont estimés par le moindre carré et on utilise une méthode qui est celle de Schuster, qui est un mathématicien important de la période, c'est-à-dire on établit des périodogrammes. Les périodogrammes, c'est une représentation graphique des coefficients à 0, à 1, à 2, à 3, etc. Et ça nous permet de savoir quels sont dans cette suite qui est avec des petits points, quels sont les termes qui sont importants. Et on va conserver ces termes. Alors cette méthode-là, il va l'appliquer aux pluies, à la pluviométrie dans l'Ohio Valley, et il va l'appliquer aux récoltes, évidemment. Et donc, ça me permet d'aller directement à ça. Et le plus simple est encore que je vous montre le graphique qui est ici, c'est-à-dire, il établit un parallèle entre les cycles de la pluviométrie et les cycles des productions de céréales. Alors, vous ne voyez peut-être pas, mais en gros, la courbe du haut ici, c'est celle des pluies, simplement. Vous avez en pointillé la valeur observée, statistiquement, et vous avez en gras la valeur que redonne le modèle avec quoi? Avec deux périodes, la période de 33 ans et la période de 8 années. Désormais, Moore ne va plus en démordre, c'est ça la période des cycles économiques, 33 et 8. Est-ce qu'il n'avait pas une idée avant? Sans doute que oui. Mais là, il trouve une preuve, d'après lui, de l'existence de cette série. Et elle existe des deux côtés, et donc, par un léger décalage, parce qu'évidemment, les pluies, ce n'est pas les pluies du moment où on mesure la récolte, c'est les pluies des quelques mois qui précèdent. Donc, il faut bricoler
quelque chose sur les variables retardées. Alors, la dernière partie, enfin l'avant-dernière partie de son deuxième bouquin, importante, je peux encore avoir 5 minutes, c'est sur la loi de demande. Pourquoi il a besoin d'une loi de demande? Pour relier des prix et des quantités produites. Et donc, il va établir les lois de demande. Alors, la loi de demande, le modèle, c'est la théorie de Marshall, c'est-à-dire il y a une seule générale loi de demande, c'est que la demande croît avec la chute des prix et diminue avec le croissement des prix. Ça, c'est le b.a.-ba de la théorie marginaliste, si vous voulez, de Cournot et de Marshall. Et le problème, c'est d'avoir une méthode statistique qui permette d'évaluer ça. Or, on en a une, c'est la régression multiple. La régression linéaire simple ou la régression non linéaire et multiple. C'est ce que va utiliser... Alors, je vais tout de suite au dessin. Voilà ici l'ajustement par Moore de la demande de blé, de blé ou de céréales. Je ne sais jamais comment on traduit corne parce que ça dépend. Et il ajuste ça par des courbes du troisième degré quand même. Il fait pas léger, quoi. Voilà. Bon, mais en gros, ça marche. Il trouve des courbes décroissantes. Et puis il passe au dernier chapitre et il dit c'est bien beau tout ça, mais il faut relier ce que je viens de faire sur l'agriculture, il faut le relier avec l'industrie. What relationship to industry? Et là, il va s'intéresser au pig iron, c'est-à-dire aux gueuses de fonte, qui est l'indicateur classique de la production industrielle à ce moment-là. Et il va trouver la courbe qui est à droite ici, que je montre tout de suite. Une courbe qui n'est pas décroissante. Il prend les courbes quantité. Alors vous avez en ordonnance le pourcentage de variation des prix et en abscisse le pourcentage de variation de la production. Et là, la courbe, elle est croissante. Donc, il a deux façons d'en rendre compte. Soit dire, trois façons. Je me suis planté, c'est pas ce qu'il dit. Deuxième façon, peut-être que j'ai simplement mal nommé cette courbe et que, comme tout le monde me le dit, c'est pas une courbe de demande, mais une courbe d'offre. Peut-être que Marshall a tort. Eh ben, il va choisir cette voie-là. Marshall a tort. Toutes les courbes de demande ne sont pas du même ordre. Et la mienne, pour les produits industriels, elle est comme ça, elle est croissante. Pourquoi est-ce qu'il tient à cette hypothèse qui est totalement farfelue pour l'époque, mais qui est intéressante? Parce qu'il veut montrer une fois de plus que ce qui l'intéresse, c'est pas de valider une théorie, de l'invalider, c'est de construire des lois qui sont empiriques et donc aussi cinématiques, si ce n'est pas pour dire un peu plus. C'est-à-dire qu'ils prennent en compte la variation de toutes les variables mais cette variation dans le temps. Alors, voyez la citation principale de ce document, de cette slide. Le dogme de l'uniformité est une idole de l'état statique. Et la méthode de ceteris paribus, qui veut dire toutes choses égales par ailleurs, qu'utilisent tout le temps les économistes, comme vous le savez, cette méthode-là, il la rejette. Pourquoi est-ce qu'il la rejette? Parce qu'il a Alors, il y a une troisième explication qui est celle-ci, c'est qu'en fait, il a tort et raison à la fois pour les questions suivantes. Ça, c'est une figure qui est extraite d'un travail de Marcel Lenoir, économiste français, qui dit les courbes d'offres, elles sont croissantes, les courbes de demande, elles sont décroissantes. Quand elles se croisent, on a des points d'intersection, c'est le marché, la position du marché, l'observation des prix et quantités. Et les points d'intersection, ils n'ont aucune raison, mais alors aucune, d'être situés ni sur une courbe d'offre, ni sur une courbe de demande. Donc en fait, tout le monde a tort. Quand on fait ça, on trouve rien. Ah, c'est quand même important ça. Vous avez pris un outil statistique, vous avez fait un boulot de dingue pour essayer de vérifier ça et vous vous apercevez que vos outils statistiques vous donnent quelque chose qui n'a pas de signification, donc pas d'usage en économie théorique. Sauf cas particulier où évidemment, quand la courbe d'offre est bloquée, elle ne bouge pas, à ce moment-là vous constituez une courbe de demande ou vice-versa. Alors, son troisième bouquin, j'en parle pas, je le résume avec ça. Vous voyez, c'est beaucoup plus simple. Alors c'est un petit croquis qui n'est pas très joli, fait à la main par moi, parce qu'il n'a jamais fait, il n'y a aucune équation dans son bouquin. Vous avez vu, des ajustements pratiques, mais il n'y a pas de modèle. Et il n'y a pas non plus de graphique de ce genre-là. Alors ce graphique permet de résumer ce qu'il a fait.
Ce qu'il a fait, c'est qu'on part du bas, des business cycles, les BC. Alors, il y a deux colonnes dans mon graphique. À gauche, l'agriculture, à droite, l'industrie. Il faut se souvenir qu'à l'époque, 80% correspond à la branche de gauche et 80% de l'industrie correspond à de l'industrie sur des biens fabriqués par l'agriculture. Donc ça veut dire que les produits bruts ne sont pas l'acier, le fer, le charbon, ça c'est évidemment important, mais les principaux produits bruts, c'est les céréales, c'est le riz, c'est je vais y arriver, le coton, voilà, c'est le plus important, etc. Alors, qu'est-ce que c'est que mes petits schémas? Eh bien, c'est qu'on peut remonter par simplement le jeu des corrélations, ça qui est important, par le simple jeu des corrélations qui sont significativement positives ou négatives, on peut remonter des prix généraux, qui sont quand même l'indicateur principal de nos business cycles, aux prix agricoles et aux prix industriels. Les prix agricoles à la production agricole, par quoi? Par le biais de ce que je viens de vous montrer, c'est-à-dire la loi de demande entre prix et quantité. Des produits agricoles au climat, c'est ce qu'on a vu avec la pluviométrie. Et du climat à quoi? Ah zut, là, il n'y a plus rien. Eh bien si, il faut monter plus haut, il faut monter dans le ciel, il y a les planètes, et donc les planètes. Et donc ce schéma-là, avec quelques lignes sur la droite qui y vont, va nous permettre, parce que de la production agricole, on déduit de la consommation, de la production agricole, il y a une corrélation très forte avec la production industrielle, je l'ai expliqué en parlant du coton par exemple, et les mouvements démographiques, c'est ça l'ultime chose qui fait qu'on consomme beaucoup ou pas beaucoup. Pardon. Alors, évidemment, quel est l'astre qui va l'intéresser? On sait qu'il y a eu beaucoup de travaux sur les taches solaires. Lui, il va mettre en avant Vénus, les phases de Vénus. Il se trouve que Vénus est la seule planète, mais dans mon transparent précédent, je donne tous les cautions des physiciens qu'il a utilisés. Il motive, c'est pas une idée loufoque, hein. Il a lu beaucoup de choses sur les planètes et sur leur style. Et évidemment, ce qui va l'intéresser, c'est l'interposition de Vénus sur la ligne de radiation, puisque Vénus se place tous les 8 ans à peu près, juste entre le Soleil et la Terre. Donc, c'est pas complètement idiot de penser que ça produit quelque chose, d'autant plus que ça produit quelque chose par la gravitation, mais aussi par ce qu'on vient de découvrir en physique, c'est-à-dire les rayons cosmiques. Alors ça, c'est en or pour lui, ça lui permet de rendre compte de l'effet du Soleil interrompu par Vénus. Donc là, je peux conclure maintenant. La réception du travail de Moore, qui est ma propre conclusion, et j'ai fini. La réception du travail de Moore, alors là, c'est assez mauvais. George Stigler, assez mauvais. George Stigler pense pas carrément qu'un psychiatre aurait trouvé un manque de confiance dans les travaux de Moore. Dans Moore lui-même, c'est un type qui est extrêmement sensible, critique, fier, solitaire, sans trace d'humour, complètement incapable de pratiquer une politique économique au jour le jour. Alors Stigler, il est un peu insidieux quand même, dit aussi que toute la statistique faite par Moore, c'est sa femme qui l'a faite. Bon, ouais, peut-être. Bon. Et d'autre part, il dit que le travail de Moore sur les cycles n'a laissé aucune impression sur l'économie de nos jours. Il faut dire que lui, il est le grand maître de la première école de Chicago, et que, évidemment, il ne trouve pas tout à fait son beurre là-dedans, bien qu'il soit très intéressé par ce qui est empirique. Mary Morgan trouve que c'est pas trop mal. Philippe Mirowski, comme d'habitude, pense que on a tout à fait tort c'est une histoire complexe avec l'imitation de la physique, mais on a tout à fait tort de se moquer de Moore. On se moque de Moore pourquoi? Parce qu'il a multiplié les usages un peu abusifs de la corrélation. Parce qu'il a finalement laissé tomber complètement la théorie économique classique, puisqu'il ne veut pas de loi ceteris paribus. Il ne veut pas de loi de demande décroissante partout. Et enfin, il nous amène à considérer le Vénus, alors que les économistes ne s'intéressent qu'à leur science, à eux, l'économie, et que l'économie, évidemment, ne saurait trouver des causes en dehors d'elle-même. Vous êtes bien d'accord? Voilà. Donc, c'est très mauvais. Je conclus, je laisse tomber mes petits mathématiciens, je conclus. Notre principe, notre désir était
de considérer quelqu'un qui utilise donc les séries temporelles à des fins qui ne sont pas purement descriptives, comme j'ai montré dans mon truc en couleur, par exemple, dans mon baromètre en couleur. Il ne s'agit plus de décrire, mais il s'agit donc de trouver les causes. C'est le titre de son bouquin, je vous rappelle, les causes du cycle des affaires. Donc je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes autres que lui qui, dans les années 20, se lancent dans une opération pareille. Autrement dit, j'ai trouvé le bonhomme qui, à mon avis, représente ce qu'on peut faire de plus avancé pour articuler les statistiques et l'économie mathématique. Je ne dis pas que c'est génial, je dis que c'est ce qu'on peut faire de plus avancé. Alors évidemment, les techniques sont assez avancées pour l'époque, mais ça va basculer complètement parce qu'après 25, il y a Ronald Fisher qui arrive et il y a pas mal d'autres choses qui arrivent qui vont faire que la statistique mathématique va être un petit peu plus solide qu'elle n'était auparavant. Mais du coup, il a rencontré des difficultés qui sont insurmontables. Je pense qu'elles sont insurmontées par lui, mais qu'elles sont peut-être insurmontables pour pas mal d'années, y compris peut-être aujourd'hui. Ces difficultés, je les liste ici, la rareté et les mauvaises données statistiques, ça continue toujours, les effets pervers de la décomposition, les effets pervers de la corrélation et le problème de l'identification qu'on a vu tout à l'heure avec le noir, c'est-à-dire on applique quelque chose et ça donne rien. Et toutes ces techniques qui viennent de la biologie ou de l'astronomie perdent leur significativité, leur signifiance, leur sémantique, et du coup elles perdent aussi leur usage en économie. Donc ça, c'est un peu un échec, voilà. Moore, c'est un peu un échec, mais c'était quelqu'un d'assez gonflé et qui a été assez loin quand même. Je pense que, évidemment, on peut toujours faire a posteriori des évaluations. J'en fais une, mais elle ne vaut rien, à mon avis. Ça consiste à dire, s'il avait eu la notion de modèle, s'il avait eu la notion de modèle théorique et la notion de modèle de données probabiliste, alors il aurait pu faire quelque chose de bien. Mais il ne l'avait pas, tout ça, ça va venir dans les années 40. Enfin, je remarque, et c'est fini, on n'a pas parlé de la guerre. Il n'a pas parlé dans ses 3 bouquins de la guerre. Alors ça m'a quand même surpris, parce que les économistes ont manqué une chose, c'est parler de l'économie de la guerre. L'économie de guerre est quelque chose de très particulier, et de l'après-guerre aussi, parce que l'après-guerre, c'est une inflation gigantesque. Donc voilà mes constats, je vous remercie beaucoup.